Tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois Rosan Rosuel, qui est conseiller départemental, mais il est aussi troisième vice-président de Cap Excellence. Il est élu des Abîmes, élu de la majorité, et il est aussi professeur d'université. Voilà pour une présentation succincte de notre invité. Avec lui, vous l'aurez compris, nous brasserons large puisque ça sera l'occasion d'aborder avec lui Cap Excellence, cet outil communautaire mis à la disposition de la population, et voir un petit peu comment Cap Excellence évolue. Cap Excellence qui a aujourd'hui 10 ans. Rosan Rosuel, merci d'être avec nous. Bonsoir Yves Brassé, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, je le disais tout à l'heure, Cap Excellence. Cap Excellence qui a 10 ans. Oui. 10 ans, est-ce qu'on peut dire, Rosan Rosuel, que Cap Excellence est l'image même d'une intercommunalité réussie? Vous savez que je pense que nous avons été extrêmement courageux lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en mars 2008. Faut la démonstration avec Jacques Bango et Éric Jalton que nous pouvions dépasser des clivages de frontières, que nous pouvions dépasser toutes ces discussions sur les territoires ici et là entre Abîmes et Pointe-à-Pitre pour mettre en place cette communauté d'agglomération appelée Cap Excellence, mettre en place cette mutualisation des moyens. Lorsque Éric Jalton m'a confié cette responsabilité, en dehors de la rénovation urbaine, nous avions comme objectif de faire en sorte que nos communes puissent se parler, puissent, j'allais dire, aller vraiment, mais réellement vers ce vivre ensemble. Que les Pointois, que les Abimiens, que les Gauziériens, que les Bimarossiens, puissent se parler, et non pas qu'on puisse voir nos communes, j'allais dire, de façon distincte, et que l'on ne se parle pas comme on le faisait auparavant. Et donc, nous avons lancé l'opération depuis le mois de mars 2008. Nous l'avons réussi le 30 décembre 2008. Je rappelle que je suis, au niveau de la préfecture, le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale. Donc c'est moi, avec beaucoup d'autres élus, qui avons mis en place ce schéma départemental de la coopération intercommunale de la Guadeloupe. Donc, je veux dire, toutes les autres communautés d'agglomération, bien sûr, mis à part la communauté de Marie-Galante. Et donc, l'objectif, c'était faire en sorte que nous ne puissions pas faire des erreurs, j'allais dire, de frontières, de toutes ces petites discussions qu'on avait d'ici et là avant 2008. Nous avons réussi un premier pas. Aujourd'hui, Cap Excellence est une collectivité qui fonctionne très bien, avec des cadres de très haut niveau, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de cadres A, avec un encadrement vraiment digne de ce nom, puisque nous voulons vraiment avancer. Nous avons mis en place notre PPI, le plan pluriannuel d'investissement, qui fait plus de 150 millions d'euros. Nous avons mis en place un certain nombre de schémas directeurs au niveau de l'eau, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'assainissement non collectif, au niveau du développement économique. Nous sommes en train de mettre en place le schéma de cohérence territoriale, et vous avez reçu vous-même ici, il y a quelques semaines, des cadres de Cap Excellence pour vous parler de ce schéma, des jeunes ingénieurs de Cap Excellence pour vous parler de ce schéma de cohérence territoriale. Et ce schéma-là va nous donner une vision globale de notre territoire pour demain. Quel territoire voulons-nous pour demain, que ce soit sur Bémaro, que ce soit sur Pointe-à-Pitre, que ce soit sur les Abîmes? Pourquoi était-ce important? C'est important parce que nous devons aujourd'hui imaginer le monde de demain, dans lequel on sera, mais le monde qu'on va laisser à nos enfants. Je veux dire, cela à tous les points de vue, sur le plan bien sûr de l'urbanisme, sur le plan économique, sur le plan de l'aménagement de l'espace communautaire. Quel territoire voulons-nous laisser pour nos enfants? Et donc aujourd'hui, la réflexion est menée ici. C'est Cap Excellence 2030. Ça veut dire que nous devons penser notre territoire et donc penser à l'avenir de nos enfants. Telle est la devise aujourd'hui avec Cap Excellence. Cap Excellence ne veut pas dire opulence, mais Cap Excellence veut dire que nous devons marcher, nous devons aller pour faire mieux avec beaucoup moins de moyens, comme on peut le voir aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à toujours être d'accord? Est-ce que les trois communes sont sur la même longueur d'onde? Est-ce que les trois communes arrivent à avoir une seule direction? Vous savez, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Je veux dire, c'est le contraire qui serait dramatique. On n'est pas forcément d'accord sur tout.
Nous échangeons, nous discutons, il y a les espaces pour cela, il y a le conseil communautaire, il y a le bureau communautaire, il y a la conférence des maires qui permet également aux 3 maires de se rencontrer et de se parler franchement, de se dire les choses. Mais on arrive à se mettre d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est une volonté politique qu'il y a pour que notre collectivité, notre communauté d'agglomération, eh bien, soit, j'allais dire, le fer de lance du développement économique de la Guadeloupe. Vous savez, nous avons lancé la première pierre de l'agroparc il n'y a pas très longtemps. Nous allons initier un certain nombre de travaux dans le cadre de notre PPI, qui fait plus de 150 millions d'euros. Nous avons tous nos schémas qui sont déjà mis en place. Nous sommes la collectivité qui avons avancé au mieux dans cette affaire liée, dans les problèmes liés à l'eau. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes la seule collectivité, mais nous sommes l'une des collectivités qui fonctionne le mieux dans ce pays. Et donc, vous êtes l'exemple. Nous sommes L'exemple? Certainement l'exemple à prendre, puisque vous savez qu'il y a de la cohérence. Bien sûr, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Moi-même, avec mes collègues, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais lorsqu'il s'agit de parler du territoire communautaire, lorsqu'il s'agit de parler de la Guadeloupe, on est obligé de se mettre d'accord pour faire avancer notre territoire. Alors, vous nous avez dit cohérence à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a une réelle cohérence territoriale aujourd'hui? Lorsqu'on regarde la Guadeloupe. Aujourd'hui, cette cohérence territoriale, elle est à rechercher. Puisque la preuve, elle est en devenir. Elle est en devenir. Elle est déjà là. Nous sommes déjà dans la cohérence, puisque si vous prenez par exemple des questions liées à l'assainissement, les travaux sur les questions de réseau d'assainissement ne se déroulent pas simplement sur les abîmes. Se déroulent sur les abîmes, sur Pointe-à-Pitre, sur Baie-Mahault, avec 3 entreprises différentes. Tout ce qui se fait sur un territoire se fait également sur les 2 autres territoires. Dans le même temps, il n'y a pas d'hégémonie d'une commune sur une autre commune. Et donc nous recherchons en permanence. Si vous prenez par exemple le cas du carnaval, eh bien nous avons pris en charge l'ensemble des manifestations du carnaval liées sur le territoire de Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre et Abîme. Si vous prenez par exemple au niveau du sport, les étapes du Tour de la Guadeloupe qui se déroulent aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault sont prises en charge par Cap Excellence. Nous ne voulons pas qu'il y ait une commune qui, j'allais dire, qui dominerait, qui ferait parler de son hégémonie sur une autre commune. Ce n'est pas l'esprit dans lequel nous avons créé Cap Excellence. C'est vrai que c'était la crainte des élus. Il y a eu beaucoup de réticence lorsqu'on parlait d'intercommunalité. C'était surtout le fait de se dire que le président de la communauté serait celui qui donnerait le tempo et celui qui arroserait, entre guillemets, le plus sa commune. C'est pas l'esprit dans lequel nous avons créé Cap Excellence. Lorsque le 30 décembre 2008, nous avons créé Cap Excellence, Éric Jalton aurait pu prétendre prendre la présidence de cette communauté. Il n'a pas souhaité. Nous avons souhaité que ce soit Jacques Bangou. On aurait pu penser avoir le siège de Cap Excellence aux Abîmes. Là aussi, on s'est dit, il n'y a pas de souci. On est d'accord pour que le siège de Cap Excellence soit à Pointe-à-Pitre. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait, j'allais dire, des pôles sur les autres territoires. Il y a le pôle, par exemple, du développement économique sur Baie-Mahault. Il y a le pôle de tout ce qui est rénovation urbaine, développement durable sur les Abîmes. Et donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nous travaillons en concertation, en échange. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais lorsqu'il s'agit de parler du territoire, on se met d'accord. Alors, est-ce qu'on peut se dire que une entente comme celle-ci laisse présager aussi que pour les prochaines élections de 2020, qui sont des élections d'ailleurs municipales et communautaires, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura là aussi quelques ententes ou quelques aides par-ci et par-là? Non, vous savez, il s'agit d'élections municipales, donc qui concernent un territoire. Pour ma part, moi je serai très actif durant cette campagne électorale, puisque je veux porter la candidature d'Éric Jalton. Je veux que Éric Jalton soit réélu maire des Abîmes. Pourquoi? Parce que je pense que les Abîmes n'ont jamais connu un maire aussi généreux, un maire aussi humaniste, un maire aussi simple,
mais en même temps déterminé et engagé pour développer les abîmes. Quelqu'un qui n'est pas venu aux abîmes depuis 5 ans ne va pas reconnaître les abîmes, puisque les abîmes se sont transformés durant ces dernières années. Et Jalton, c'est quelqu'un qui sait donner des responsabilités à ses élus. C'est mon cas. Il m'a confié le dossier de la rénovation urbaine que je mène depuis 2008 à ses côtés. Nous avons signé un premier projet à 380 millions d'euros en juillet 2009. C'était quel projet? C'est le projet de rénovation urbaine. D'accord. Nous l'avons signé en juillet 2009, alors que Daniel Marcin n'avait rien laissé pour nous. Il avait précisément laissé un déficit de 25 millions d'euros, avec un personnel en désarroi, pratiquement aux abois. Nous avons signé en 2009 ce projet de rénovation urbaine, et je me rappelle, j'ai dit à Éric Jalton, nous signons 380 millions d'euros, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Daniel Marcin a fait tellement du mal aux abîmiens qu'il était fâché avec le conseil départemental, le conseil général, le conseil régional, le préfet, la région. Tout le monde était fâché avec les abîmes parce qu'on avait un maire qui voulait, j'allais dire, tout dominer, tout accaparer. Et donc, il fallait revenir, il fallait recoller, il fallait redonner confiance à nos acteurs, à nos institutions, à nos partenaires. Et je me rappelle encore, comme c'était hier, lorsque je me suis rendu à Paris dans le cadre de la rénovation urbaine, on m'a dit, mais qui est le maire des abîmes? On ne connaît pas le maire des abîmes. Qui vous a dit cela? Eh bien, la gestation de la rénovation urbaine. On ne connaît pas le maire des abîmes. Mais vous savez, j'avais honte de savoir que nous sommes dans le cadre de projet de rénovation urbaine et le maire qui était censé porter le dossier, eh bien, n'a pas porté le dossier. Donc, il fallait redonner confiance à nos partenaires. Ce qui a été fait. C'était en quelle année, ça? En 2009. Nous avons été élus en 2008. Et donc, lorsque nous avons redonné confiance à nos partenaires, nous avons signé cette convention de 380 millions d'euros. J'ai dit à Éric Jalton, ce n'est pas suffisant. Nous devons obtenir beaucoup plus que ça parce que les abîmes ont pris trop de retard. Rézé, Grand Camp, le bourg des abîmes, Vieux-Bourg, le centre-bourg des abîmes. On a pris trop de retard. Et il m'a dit, eh bien, je te laisse la main, tu y vas. Eh bien, je suis parti dans les ministères, eh bien, avec les techniciens, pendant 2 ans. Et ensuite, au bout de 2 ans, on a obtenu 120 millions supplémentaires. Donc ça veut dire que le projet de rénovation urbaine, aujourd'hui, est à près de 500 millions d'euros sur le territoire des abîmes. Regardez la salle des fêtes des abîmes, la MJC, la RN5, tous les réseaux d'assainissement qui sont repris. Regardez le Rézé, le centre culturel du Rézé, le boulevard de Marie-Galante, qu'on appelait, il y a le boulevard de Marie-Galante qu'on appelait boulevard des Frites. Regardez les plots commerciaux que nous avons créés pour l'école que nous sommes en train de finir et qui sera, on fera la rentrée de 2020. Grand Camp est également en train de bouger. On a modifié le visage de la ville des abîmes. Alors justement, aux abîmes, beaucoup d'interrogations, puisque certains abîmiers se disent, mais qu'est-ce qui va se passer en 2020, puisqu'il y a Olivier Servat, qui est Écosabîmes, qui est d'ailleurs au niveau de la région. Il est aujourd'hui député. Alors les abîmiers se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une opposition féroce. Alors est-ce que, Roson Rosuel, vous croyez en 2020, puisque vous avez dit je serai du combat, nous serons du combat, est-ce que vous y croyez fermement? Les abîmiers sont des hommes et des femmes lucides. Ils savent faire la distinction, ils savent faire la différence. Ils ont voté pour Olivier Servat comme député parce qu'il y avait un contexte. Le contexte Macron, élu, jeune, dynamique, intelligent, instruit. On était dans cette dynamique-là. Olivier Servat portait les couleurs de la République en marche. Donc il a été porté par cette vague, puisqu'il fallait donner au président de la République une majorité. Mais lorsqu'on est député de l'outre-mer,
lorsqu'on est député de la nation, mais en particulier de l'outre-mer, et voire même de la Guadeloupe, lorsqu'on embrasse le président de la République, lorsqu'on monte dans les voitures des ministères, il faut que l'Abimien ou le Guadeloupéen se pose la seule question. Qu'est-ce que cela nous a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce que cela nous a apporté aujourd'hui? Vous avez le scandale du chômage. On a parlé du scandale du chlordécone. Vous avez le scandale du chômage. 30% en Guadeloupe, 10% en métropole. Vous avez un taux d'échec scolaire relativement important. Vous avez des classes qui sont à 30-35 élèves par truc. Vous avez Marie-Galante. Prenez KPC de Marie-Galante, suppléante d'Olivier Servat. Prenez KPC de Marie-Galante. Les restaurateurs sont fermés, les entreprises fermées. Capriva est fermé. La photo Sargasse. La photo Sargasse. Servat est venu en Guadeloupe avec Nicolas Hulot. En 48 heures, nous allons les ramasser. Je lui dis, que de promesses, que de promesses. C'est lorsqu'on est député de l'outre-mer, on n'a pas le droit d'être assujetti à un parti national, à un parti de gouvernement. Il faut savoir défendre l'intérêt de l'outre-mer, l'intérêt de la Guadeloupe. Parce que l'intérêt de la Guadeloupe n'est pas le même intérêt que celui que nous avons au niveau national. Comment vous pouvez comprendre qu'on nous dise, ouais, on va organiser les assises de l'outre-mer? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On organise les assises de l'outre-mer en octobre 2018. On les termine en octobre 2019. En octobre 2017. On les termine en octobre 2018. On fait sauter le budget de 2017. Le budget de 2018 n'est pas dedans. Comment? On va nous dire en 2019-2020, on verra quelque chose? Pourquoi on n'organise pas les assises de la France nationale? Parce que les élus nationaux connaissent les problèmes. Et pourquoi nous, on ne connaît pas les problèmes de la Guadeloupe? Le problème du chômage. Le problème... Vous les connaissez, les élus. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Mais comme le gouvernement veut gagner du temps, alors on nous fait miroiter les assises de l'outre-mer. Maintenant, c'est aujourd'hui le grand débat national. Peut-être que le grand débat national est valable pour la force métropolitaine, mais n'est pas forcément valable pour nous. Pourquoi pas? On connaît... Pourquoi pas? Non, on connaît les problèmes qu'il y a dans le pays et qu'il faut régler. La Guadeloupe est l'une des régions les plus criminogènes en France. Ça ne gêne personne. Nous avons des jeunes criminels qui ont 15 ans. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas Olivier Servat qui est député de la République en marche. Ça ne gêne personne, cela? Non. Ça doit nous interpeller. Et donc, lorsqu'on est député de l'outre-mer, lorsqu'on est député de la Guadeloupe, on doit être un député libre pour s'exprimer et pour dire franchement au gouvernement, vous devez nous respecter. Parce que nous avons pris trop de retard dans ce pays-là. Alors justement, est-ce que le député... Et on a vu les difficultés, on a entendu les uns et les autres, on a entendu Éric Jalton là-dessus, on a entendu d'autres qui disaient que oui, on a beau essayer de porter la contribution, de défendre les dossiers, les grands sujets problématiques, mais nous sommes dans un grand ensemble et ce n'est pas forcément évident de pouvoir avancer et de pouvoir se positionner. Lorsqu'on prétend être l'ami du président, lorsqu'on prétend être l'ami de tous les ministres, lorsqu'on prétend qu'on a les ministres et les premiers ministres tous les jours au téléphone, on a le droit de demander du respect pour notre pays. Et ça, c'est le rôle du parlementaire. On n'a pas le droit d'être esclave d'un gouvernement. Il faut défendre l'intérêt du pays. C'est ce que je reproche à Olivier Servat, c'est qu'il ne défend pas le pays, il défend, j'allais dire, sa carrière personnelle. Il gère sa communication, il gère la communication, il gère sa communication, il gère ses ambitions personnelles. Alors qu'il y a une ambition qui est plus importante, elle est collective celle-là, c'est celle de la Guadeloupe. Celle de la Guadeloupe où il y a tant de problèmes qu'il faut régler. Alors il dit aux abîmes, j'ai de l'aura, aux abîmes je suis entendu, aux abîmes je porte ma contribution, les abîmiens me suivent, vous avez entendu Olivier Servat, donc on peut dire qu'aux abîmes il ne porte pas, aux abîmes il n'est pas connu, reconnu. Non, il est de l'opposition, il a souhaité, il était conseiller municipal, il a fui le conseil municipal pour aller siéger à la région, puisqu'il nous a dit qu'il veut être conseiller régional.
lorsqu'il a été conseiller régional, il a dit non, finalement, ça ne m'intéresse pas trop, je vais être député. Donc il a eu tous les pouvoirs, il a la région, il est à la région, il est à la députation, il est parlementaire, membre du gouvernement. Moi, j'ai envie de savoir quelle a été sa contribution jusqu'à aujourd'hui. Les abîmés vont se poser une seule question. Vous avez occupé des mandats. Qu'avez-vous fait de vos mandats? Quels ont été les résultats? Nous avons un bilan. Nous pouvons dire ce que nous avons fait depuis 2008, si vous voulez, pour faire le bilan sur les 2 mandatures. Nous sommes prêts à mettre bilan contre bilan, à nous mettre au bilan contre bilan. Et donc, le bilan aux abîmes, eh bien, il est palpable, il est visible. Ce n'est pas de la communication, ce n'est pas des intentions, ce sont des actes. Ce sont des actes. Alors, lorsque vous aimez les abîmiens, eh bien, il faut qu'il y ait des actes d'amour. Il ne faut pas qu'il y ait de la parole. D'accord? Dire à une femme que je l'aime, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait des actes d'amour. Donc, si Olivier Servat aime les abîmes, eh bien, qu'il fasse des actes d'amour envers les abîmiens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'il sait faire, c'est de démolir ce que nous commençons à faire. C'est-à-dire? Eh bien, vous savez que nous avons les preuves que sur bien des dossiers, il a essayé de nous barrer la route. Parce qu'il ne veut pas que ça marche. Il avait prédit que la salle des fêtes n'aurait jamais vu le jour. Il s'est trompé. Ça a vu le jour. Il a dit que la rénovation urbaine, c'est du pipeau. Il l'a dit publiquement? Bien sûr. La rénovation urbaine, c'est du pipeau. Ça ne marchera pas. La rénovation urbaine, elle est là. Il a dit que Vieux-Bourg ne sera jamais abordé dans nos problématiques. Aujourd'hui, nous avons signé une préconvention avec l'ANRU pour que Vieux-Bourg, mais d'autres quartiers également de Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault, soient au cœur du nouveau programme de renouvellement urbain. Et donc, c'est toujours de la communication, des petites phrases qui sont par-ci, par-là, tout cela pour déstabiliser la commune des Abîmes. Non, nous avons suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire que nous avons développé les Abîmes et qu'aujourd'hui, il sera de bon ton que les Abîmiens renouvellent leur confiance à Éric Jalton avec son équipe pour que demain, nous puissions porter les Abîmes vraiment vers j'ai dit, on est déjà vers l'excellence, mais aller encore plus loin, parce que nous avons encore du boulot à faire sur le territoire des Abîmes. Donc nous avons un bilan, et nous avons, bien sûr, nous sommes en train de préparer le nouveau projet pour que les Abîmiens puissent se prononcer. Vous êtes d'ores et déjà prêt pour le combat de 2020? Je suis déterminé, je serai pleinement engagé dans cette bataille électorale, car je ne veux pas que les Abîmiens se retrouvent demain avec, j'allais dire, je n'ai pas envie que les Abîmiens regrettent leurs gestes. Et donc, je ferai tout pour que les Abîmiens puissent comprendre qu'il faut continuer avec Éric Jalton. Vous savez, il y a un signe très annonciateur. Lorsque vous voyez, à côté d'Olivier Servat, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez Daniel Marsin. Daniel Marsin, ancien maire, qui a plombé la ville des Abîmes, 25 millions d'euros. Je veux dire, est-ce que les Abîmiens veulent d'un Marsin bis aux Abîmes? Est-ce que les Abîmiens veulent que Marsin revienne, voire même en tant que maire des Abîmes, puisqu'il y a quelque chose qui se joue là, on ne sait pas très bien. Peut-être que Olivier sera candidat, mais en même temps, ça sera certainement pour renvoyer la balle à Daniel Marsin. Les Abîmiens ont besoin de clarté. Nous sommes clairs, nous savons que c'est avec Éric Jalton que nous allons à la bataille. Et nous ne faisons pas demi-mesure. Nous avons un leader, c'est Éric Jalton. Nous sommes en train de préparer notre programme et nous allons à la bataille. Il n'y a pas de choses cachées. Nous sommes